Bonjour. Alors voilà, on a vu dans la séquence précédente que la théorie de l'électrodynamique d'Ampère avait été progressivement abandonnée au profit de l'approche théorique de Faraday. Alors une des raisons de ça, c'est que Faraday a fait le choix d'un champ magnétique qui est un champ de force qui agit sur les charges magnétiques. Et ça, c'est surprenant. C'est surprenant parce que la charge magnétique, le monopôle magnétique n'avait jamais été observé jusqu'alors. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, personne n'a jamais observé de charge magnétique. Et en plus, Ampère, qui était un scientifique reconnu alors, avait démontré que la force magnétique était une force d'interaction entre courants et non pas entre monopôles magnétiques. Deux raisons de s'étonner de ce choix pour le champ magnétique. Donc c'est une question qu'on va aborder, certainement, mais avant ça, il y a peut-être une question plus fondamentale à se poser, c'est la raison pour laquelle Faraday a introduit la notion de champ. C'est le sujet de cette séquence. Pourquoi Faraday a-t-il introduit le concept de champ dans son approche théorique? C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. La notion de champ n'existait pas avant Faraday. Alors ça peut te surprendre, parce que ça fait longtemps que je te parle de champ électrique et de champ magnétique. Le champ magnétique, je t'en parle depuis que je t'ai présenté les contributions de William Gilbert à la théorie du magnétisme. Rappelle-toi, William Gilbert avait introduit ce qu'il appelait les lignes de force magnétiques qui indiquent la façon dont une aiguille de boussole s'oriente quand on la déplace dans l'environnement d'un objet magnétique. Moi, j'en ai profité pour introduire le champ magnétique, qu'on note B ici. Voilà, ce champ magnétique, je l'ai introduit sans vraiment insister sur sa nature physique. J'ai juste dit, voilà, ça cache ici quelque chose qui se passe dans l'environnement d'un objet magnétique. Tu reconnaîtras que c'était pas réellement de la physique que j'ai fait. J'ai introduit ce champ magnétique comme étant finalement quelque chose d'assez abstrait, un petit peu comme les lignes de force de William Gilbert. Alors tu vas me dire, j'ai quand même défini le champ magnétique comme étant un champ de force, puisque la multiplication de ce champ avec la charge donne la force, comme on l'a fait en électricité pour définir le champ électrique. Mais ce que tu dois bien comprendre là, c'est que quand on a défini le champ électrique, on n'a absolument pas défini la nature physique de ce champ. Ce champ ici résultait plutôt de petites manipulations algébriques tout à fait superficielles. On n'a jamais étudié la nature physique de ce concept de champ. C'était essentiellement un concept mathématique. Comment est-ce qu'on a fait pour introduire le champ? Je vais y revenir quelques secondes. On a pris la loi de Coulomb, on a vu que la force électrique de Coulomb était proportionnelle à la charge qui subit la force, et donc on a isolé la charge ici en reprenant tout ce qui n'est pas cette charge Q0. On se dit, si on appelait ça E, ce serait peut-être une bonne idée. C'est une simple définition mathématique. Ici, ce champ électrique, si j'introduis ce champ électrique comme ceci, ça me permettra d'écrire la force électrique de Coulomb comme étant Q0 fois E. Donc voilà, c'est ce champ électrique. En gros, ça nous a permis d'écrire la force électrique de manière compacte, en appelant donc E tout ce qui n'est pas Q0 dans l'expression de la force électrique. Autrement dit, j'ai défini le champ électrique tout à fait mathématiquement, en disant qu'il s'agissait de la force divisée par la charge qui subit cette force. Donc voilà, le champ électrique, c'est FE sur Q0. C'est un champ qui est à tout moment proportionnel à la force électrique ici. Et il faut reconnaître que ça n'apporte rien à la physique de l'interaction entre ces deux charges. Et tu comprends pourquoi les scientifiques avant Faraday ne se sont jamais intéressés à ce champ. Ils ne se sont jamais encombrés de cet intermédiaire ici, qui est un intermédiaire purement calculatoire. Je peux très bien décrire la force sans le champ en prenant la loi de force de Coulomb. Il faut comprendre ici que cette loi de force, elle décrivait l'essentiel. L'essentiel qui était un phénomène d'action à distance entre charges électriques. Cette notion à distance, c'est pas Coulomb qui l'a inventée en fait, c'est Newton. Newton avait imaginé cette action à distance dans ses travaux sur la loi de la gravitation. La loi de la gravitation exprime le fait qu'il y existe une interaction, une action à distance entre deux masses, décrite donc par cette formule.
Voilà. Et Newton disait même que cette action à distance était une action instantanée. Hein, c'est-à-dire que si je modifie un des paramètres qui intervient dans la force ici, par exemple la distance, voilà, si j'augmente la distance, ben, la force va diminuer forcément, puisque R apparaît au carré au dénominateur. Et l'idée ici était que dès qu'on modifie la distance, eh bien, la force change. Elle va suivre instantanément cette loi mathématique. Il s'agit d'une loi à distance, instantanée. C'est ce que va montrer cette petite animation ici. Quand je vais augmenter R, eh bien, la force diminue instantanément. Voilà. Hein, c'est important de bien comprendre ça. Tu verras pourquoi par la suite. Et cette idée de l'interaction à distance, eh bien, elle était aussi adoptée par Ampère dans sa loi d'interaction entre courants. La force magnétique est une force qui traduit une action à distance entre courants qui sont effectivement distants. Et si je modifiais cette distance, eh bien, la force va suivre instantanément les variations de la distance, comme le montre cette petite animation. Donc voilà, c'était comme ça qu'on envisageait donc l'interaction à distance à l'époque, que ce soit l'interaction gravitationnelle, électrique ou magnétique. Et ça, eh bien, ça a duré jusqu'à Faraday. Faraday est arrivé, c'était vers 1830, qu'il a fait des expériences très avancées dans le domaine de l'électricité et du magnétisme, des expériences tout à fait similaires à celles d'Ampère, mais il est allé un petit peu plus loin dans l'interprétation et dans, qu'est-ce que je dirais, l'analyse des résultats expérimentaux. Parmi les expériences qu'il a réalisées, il y en a une qui est tout à fait fondatrice de la théorie de l'électromagnétisme, qu'on aura l'occasion de découvrir dans les séquences qui vont venir. Et cette expérience, je vais te la décrire sous sa version la plus simple qu'on puisse imaginer. On va imaginer que Faraday a pris un aimant. Voilà l'aimant avec son pôle nord, les lignes de champ qui sortent par ici. Ces lignes de champ donc, qui sont là juste pour dire dans quel sens va se mettre l'aiguille d'une boussole. Hein. Pour le moment, cette notion de champ n'existe pas vraiment. On a ici quelque chose de très abstrait. Et tu vas voir que Faraday va commencer à concrétiser cette notion de champ. Alors voilà, pourquoi il l'a concrétisé? Mais parce qu'il a placé cet aimant devant une petite tige métallique comme ceci. On va s'imaginer que c'est une petite tige en cuivre, par exemple. Et puis il va déplacer l'aimant vers la droite devant cette tige ici. Alors en faisant ça, les lignes de champ ici vont passer à travers cette tige conductrice, et tu verras qu'à ce moment-là apparaîtra un phénomène intéressant. On va tout à coup voir une accumulation de charges positives ici et négatives là. Hein, donc regarde l'animation, ça ne va pas durer longtemps, attention. On va bouger l'aimant ici vers la droite, et là tu vas avoir des charges qui s'accumulent, et elles sont négatives ici en dessous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est produit? Maintenant que l'aimant est arrêté, il n'y a plus rien. Il faut que le champ magnétique bouge pour voir apparaître ces charges positives et les charges négatives là. Alors voilà, Faraday se trouve devant ce phénomène et il réfléchit, il essaye de l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme connaissance à l'époque? Il avait les connaissances d'Ampère. Ampère avait découvert le courant en étudiant le magnétisme, rappelle-toi, il avait découvert, sous forme d'hypothèse bien sûr, que dans un matériau conducteur, il existe des molécules d'électricité. Hein, c'est comme ça qu'il les appelait. On sait actuellement que ce sont des électrons, mais pour Ampère, il s'agissait de charges électriques, on va les dire positives pour faire simple. Si j'ai des charges positives qui s'accumulent ici au-dessus, ce qui est bien le cas quand le champ magnétique bouge, eh bien forcément, hein, c'est qu'il y avait des charges qui sont montées là-haut. Voilà les molécules d'électricité d'Ampère qu'on voit ici grâce à une loupe. Hein. Si on regardait de très près, c'est ce qu'on verrait. C'est en tout cas la connaissance qu'on avait à l'époque. Ampère avait imaginé ces molécules d'électricité qui étaient capables de bouger. Hein. C'est ça qu'Ampère appelait le courant. Il a découvert le courant électrique. Et voilà, en observant ici cette accumulation de charges positives, Faraday a reconnu que ces molécules de courant ici étaient poussées vers le haut. Il y a quelque chose qui les tire là vers le haut. Voilà, je vais représenter ici une petite force qui explique pourquoi on observait des charges plus là et des charges moins là.
Alors voilà, tout se passe ici un peu comme si on avait ici une charge positive. Ceci sont des charges électriques positives. Pour expliquer qu'elles remontent, tout se passe comme si j'avais une charge positive ici en dessous qui repousserait ces charges-là. Rappelle-toi, deux charges positives se repoussent selon la loi de force électrique de Coulomb. Donc voilà, le seul problème ici, c'est qu'on n'a pas de charge positive. Ce n'est pas des charges positives qu'on a ici en dessous. C'est un champ magnétique qui bouge avec une certaine vitesse, comme je le représente ici. Les lignes de champ sont maintenant ici, elles sortent du plan du tableau vers toi, et tu vois qu'elles bougent à la vitesse v. C'est ça qu'on a. Et qu'est-ce que Faraday a donc constaté? Eh bien, c'est que le champ magnétique joue un rôle tout à fait analogue à des charges positives qui sont capables d'en repousser d'autres. Et ça, eh bien, en constatant ça, Faraday a quelque part concrétisé le champ magnétique. Le champ magnétique apparaît comme un acteur à part entière de notre monde matériel puisqu'il est capable d'opérer de la même façon qu'une charge électrique qui, elle, fait bien partie de notre monde matériel. Et tu comprends comme ça que Faraday a commencé à concevoir cette existence de champ comme étant une espèce de substance analogue à des charges. Alors parler de substance est difficile, bien sûr, parce que quand on essaye de toucher cette substance, on ne sent rien. Quand tu passes les mains devant un aimant, tu ne sens absolument rien. Donc c'est une substance impalpable, c'est assez inconfortable, mais néanmoins, pour Faraday, c'est bel et bien là, et c'est une substance qui peut agir sur les charges électriques. C'est assez surprenant, il faut le reconnaître. Et donc voilà, Faraday a donc donné une certaine matérialité au champ magnétique, et puisqu'il n'est pas vraiment matériel, eh bien il lui a donné un nom qui reflète le fait que ce n'est pas tout à fait matériel. Il a donné le nom champ, field en anglais. Donc voilà, c'est comme ça qu'est apparue la notion de champ qui n'existait pas avant Faraday. C'est parce que Faraday y voyait une certaine matérialité. Ce champ magnétique qui bouge vers la droite agit comme cette charge qui, elle, fait bien partie du monde matériel. Voilà. Alors, voilà, l'idée a mûri dans l'esprit de Faraday, et il s'est dit que ce champ, qui est une substance, voyons-le comme ça, intervient dans l'apparition des forces magnétiques. La force magnétique était vue comme une action à distance, eh bien ce n'est plus vraiment le cas. On a ici un champ qui vient jouer le médiateur entre ces deux charges magnétiques. Voilà, je représente ce champ, c'est le champ de Coulomb. Rappelle-toi, la loi de force magnétique de Coulomb donne un champ ici qui est un champ radial, qui est généré par cette charge magnétique et qui vient en quelque sorte pousser cette charge-là pour faire apparaître cette force magnétique. Voilà, c'était l'approche donc de Faraday. Faraday a commencé à concrétiser cette notion de champ. Le champ est bel et bien là, c'est une entité physique, elle fait partie intégrante de notre monde physique. Et bien sûr, pourquoi pas faire la même chose pour le champ électrique, soyons logiques. On a des charges magnétiques ici, on a des charges électriques ici qui subissent des forces. Forcément, Faraday a adopté la même idée pour le champ électrique. Il a dit, la force électrique de Coulomb, eh bien, elle est due à quelque chose qui préexiste à cette force. Si cette charge-là n'est pas là, j'ai quelque chose dans l'espace qui est là, qui est généré par cette charge-là. C'est le champ électrique qui aussi est vu comme une espèce de substance, comme une espèce de fluide, à laquelle on donne le nom de champ électrique, alors qu'ici, il s'agit du champ magnétique. Voilà. Et bien sûr, voilà, maintenant je peux venir extraire ici tout ce qui n'est pas Q0, puisque en l'absence de Q0, je sais que E existe. Maintenant, cette grandeur que j'entoure ici, qui n'est pas Q0, eh bien, elle représente quelque chose de réellement physique. On est passé d'un concept purement mathématique à quelque chose qui devient physique. On a un médiateur ici, de l'interaction entre ces deux charges, un médiateur pour obtenir cette force. C'est le champ électrique, et maintenant je peux écrire Q0 fois E en parlant réellement de physique. Je répète, en l'absence de Q0, ce champ existe. Quand je viens y mettre Q0, apparaît alors la force. C'est de bien comprendre la nuance. Maintenant, on travaille sur le champ électrique comme une entité physique et non plus simplement mathématique. Voilà, et bien sûr, il a fait la même chose avec la force magnétique. La force magnétique est due à ce champ.
le champ qui préexiste à la force, puisque sans la charge, ben forcément je n'ai pas de force. Dès que je viens mettre la charge, je multiplie QM par B et j'ai la force magnétique. Voilà, on a donc ici un champ magnétique qui est une espèce de substance qui est générée par les charges magnétiques et qui est capable d'exercer des forces sur les charges magnétiques. Voilà, et ce que constate Faraday dans son expérience, c'est que ce champ magnétique agit sur des charges magnétiques, mais peut aussi agir sur des charges électriques. Et ça, c'est la grande surprise, parce qu'on voit ici que le fait que ce champ bouge vers la droite occasionne une force électrique vers le haut. Et cette force électrique, puisque d'après Faraday, elle est due à un champ, eh bien, ça veut dire que cette force ici, qui agit sur ces électrons, cache un champ, bien entendu. Il a adopté son idée ici de l'origine physique de la force électrique. Et donc voilà, il sait qu'ici, il en conclut qu'un champ magnétique qui bouge vers la droite engendre un champ électrique vers le haut. Voilà, c'est ce que je vais symboliser ici. Des lignes de champ qui bougent vers la droite génèrent un champ électrique vers le haut. C'est le fameux phénomène d'induction électromagnétique qu'on aura l'occasion d'étudier en détail dans les séquences qui vont venir. Voilà. Donc, conclusion, un champ magnétique est une substance qui, en bougeant, crée une autre substance qu'on appelle le champ électrique. C'est un peu bizarre de parler de substance, je répète, c'est pour ça qu'on appelle ça un champ de force électrique et magnétique. Voilà, donc tu reconnaîtras qu'on est bien loin de la façon dont on a vu le champ jusqu'à présent. Le champ, pour nous, c'était juste, en gros, pas beaucoup plus que des lignes de force magnétique qui indiquaient la direction que prend l'aiguille d'une boussole dans l'environnement d'un objet magnétique. Alors, voilà, c'était à peine plus que ça. Nous, on avait dit qu'il se passait quelque chose ici, qu'on appelait ça B. Voilà, c'est tout ce qu'on faisait. Maintenant, c'est beaucoup plus. C'est devenu une espèce de réalité quasi matérielle ici qui est capable d'engendrer des forces sur des charges magnétiques. De même, la vision de l'action à distance de Newton a été balayée par Faraday de cette manière, puisqu'il ne s'agit plus réellement d'action à distance. On a un intermédiaire ici, que ce soit pour le champ magnétique ou le champ électrique. On voit qu'il n'y a plus réellement d'action à distance, puisque ces charges maintenant sont en interaction via un médiateur qui est ce champ électrique. Et ce médiateur est en contact avec la charge qui le génère, et ici, la charge qui subit la force est aussi en contact avec ce médiateur. Donc il n'y a plus réellement d'action à distance. Il y a contact partout entre ces trois acteurs ici qui font apparaître donc cette force électrique. Donc voilà, cette notion d'action à distance n'existe plus à proprement parler. Et l'instantanéité, eh bien non plus. Parce que si je bouge la charge ici, qu'est-ce qui te dit ici que le champ électrique ne va pas agir comme une substance élastique, par exemple, qui va réagir avec un certain temps pour faire apparaître une force ici qui va varier, non pas instantanément, mais avec un certain temps de réponse. C'est ce que va montrer l'animation ici. Je vais augmenter la distance et la force ici, elle va réagir avec un certain délai, parce que tu vois qu'il y a une certaine dynamique propre ici à cette substance qu'on appelle champ électrique. Voilà. Et cette dynamique est bien propre au champ. Comme je le disais, le champ préexiste à la force. Si je retire la charge Q0 ici, la variation de la position ici va engendrer la même dynamique. Voilà, donc on a bien ici une substance qui a une certaine dynamique. Ce sera la même chose pour le champ magnétique, bien sûr, dans l'esprit de Faraday. Et tu peux bien penser qu'avec ça, à l'époque, les scientifiques ont commencé à s'intéresser beaucoup plus au champ qu'à la notion de force. Avant Faraday, on traitait les interactions à distance au travers de lois de force, symbolisées ici par le travail de Newton sur la gravitation. Et de cette notion de force, on est passé progressivement à cette notion de champ. De champs qui sont des entités physiques qui possèdent leur propre réalité physique et leur propre dynamique. Une dynamique propre au champ électrique, une dynamique propre au champ magnétique, et surtout une dynamique d'interaction entre les deux, puisqu'on voit qu'un champ magnétique qui bouge est capable de créer
du champ électrique. Tu comprends que les conséquences ici sont gigantesques. Ce qui se passe dans l'esprit de Faraday est tout simplement extraordinaire du point de vue du progrès scientifique. Alors Faraday était essentiellement un expérimentateur, mais il tenait tout de même à se formuler des explications. Et donc il a eu cette contribution au niveau de cette compréhension des champs. En fait, il a introduit les champs pour expliquer ses observations expérimentales. Il n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. On peut dire qu'il s'agit d'un scientifique conceptuel. Il a introduit le concept de champ pour expliquer ses observations expérimentales. Mais comme je le disais, les scientifiques ont pris comme point d'intérêt maintenant le champ électrique et non plus la force. Ils ont étudié le champ électrique. Il y a un scientifique qui a beaucoup travaillé sur les idées de Faraday. Il s'appelle James Clerk Maxwell. Et il a formulé, au début des années 1860, soit à peu près 30 ans après les travaux de Faraday sur l'induction électromagnétique, et il a formulé mathématiquement les idées de Faraday. Et on peut le voir ici, d'ailleurs tu vois dans cette deuxième équation ici qu'on appelle une des équations de Maxwell, on voit ici la dérivée du champ magnétique par rapport au temps. Alors je ne sais pas si tu es déjà familier avec ce concept de dérivée, mais la dérivée par rapport au temps, ça montre une variation dans le temps. Ça cache en fait l'idée que le champ bouge. Ici, le champ bouge vers la droite, cette dérivée sera non nulle. Et que ce qu'on constate dans cette équation de Maxwell, eh bien, c'est qu'une variation de champ magnétique est génératrice de champ électrique. Voilà, donc tu vois ici, ceci traduit mathématiquement l'observation expérimentale de Faraday, que Faraday avait expliqué sur base de l'existence du champ magnétique et du champ électrique. Et tu vois que Maxwell a montré que l'inverse était vrai aussi. Une variation de champ électrique peut engendrer du champ magnétique. Voilà, ceux-ci sont deux piliers de la théorie de l'électromagnétisme qui ont été donc développés au début des années 1860 et qui sont encore utilisés actuellement pour décrire les phénomènes électromagnétiques et pour développer toutes les applications de l'électromagnétisme. C'est assez remarquable. Voilà, maintenant la question bien sûr étonnante, c'est que cette théorie de l'électromagnétisme est basée sur ce champ magnétique que Faraday et Maxwell ont choisi comme étant le champ de force qui agit sur des monopôles magnétiques. C'est le champ B ici qui agit comme champ de force sur ce monopôle magnétique, c'est-à-dire que la force que subit ce monopôle sera donnée par QM fois B si QM est la charge en question. Et ça, c'est une surprise. C'est une surprise parce que Faraday et Maxwell connaissaient et reconnaissaient la valeur des travaux d'Ampère qui disaient que la force magnétique apparaissait entre courants. Il faut reconnaître que c'est étonnant. Pourquoi n'ont-ils pas choisi un champ magnétique qui soit un champ de force pour le courant? On voit que ce champ serait fondamentalement différent de celui-là, il faut bien comprendre. Quand je dis un champ magnétique qui agit comme un champ de force pour le courant, tu verras que la force ici étant radiale, ce champ magnétique est aussi un champ radial s'il s'agit d'un champ de force. Et un champ radial, je vais le représenter en couple ici, c'est bien un champ qui va par là et non pas par là. Ce sont donc deux champs fondamentalement différents. Donc ce champ-là, il agirait comme champ de force sur les courants, bien sûr. Or, c'est bien ça qu'Ampère a pu mettre en évidence expérimentalement alors que le monopôle magnétique n'avait jamais été observé. Voilà. Et pourtant, Faraday et Maxwell ont choisi le champ magnétique, qui est un champ de force, pour cette charge magnétique, pour ce monopôle magnétique, qui n'existe tout simplement pas. Ou en tout cas, on ne l'a jamais démontré. Donc voilà, c'est un mystère. On va répondre à cette question fondamentale dans la séquence suivante, à laquelle je t'invite bien sûr, si ça t'intéresse. En attendant, je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.